Je vous remercie beaucoup et je donne la parole à mon ami Vincent Cespedes. Bonjour à tous. Donc, merci, un remerciement très chaleureux de cette invitation. Je saisis à chaque fois avec grande joie les invitations qui me sont faites pour parler de la philosophie à l'étranger et pour aussi prendre de ce que d'autres contrées, d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres perceptions, d'autres contextes politiques ont à me donner aussi. L'échange va évidemment dans les deux sens, donc un remerciement chaleureux pour commencer. Je vais être assez bref et je vais être assez radical, parce que c'est amusant. Ça nous fait tous réfléchir. Je pense que nous sommes à l'aube de nouvelles lumières. Je pense que le XXIe siècle, je l'espère, je le souhaite, je combats en ce sens, sera un siècle qu'on pourra appeler des nouvelles lumières, ou pour reprendre le jargon informatique, vous savez qu'on parle du web 2.0, c'est-à-dire le web participatif, où l'internaute est convié à dire ce qu'il pense, à créer du contenu. Je pense que nous entrons aujourd'hui dans les lumières 2.0. Et je pense que nous tous, philosophes, étudiant la philosophie, se passionnant pour la philosophie, nous devons comprendre que l'on va participer peut-être à quelque chose qui sera l'aube des Lumières 2.0. Pour moi, c'est comme ça que j'ai pris cette question, que peut encore la philosophie ? Je vais essayer de la traiter avec 4 angles, mais j'aimerais d'abord introduire le sujet rapidement par cette très belle phrase d'un écrivain congolais, Soni Laboudansi, qui dit dans une lettre « Le point d'interrogation est la plus grande invention de l'homme ». Et la philosophie, évidemment, j'y vois dans son activité toute la puissance contenue dans le point d'interrogation. Nous sommes aujourd'hui, et ça pourrait être paradoxal que je parle des Lumières 2.0 en parlant du XXIe siècle, car notre siècle commence par énormément d'affirmations, énormément d'informations, énormément de choses assénées, de propagande larvée, de discours communicants, et on se demande bien où sont les lumières. Mais n'oublions pas une chose, n'oublions pas la force du point d'interrogation qui consiste à combattre quelque chose, l'obscurantisme, la pensée renfermée sur elle-même, la pensée unique, on dirait aujourd'hui. Et donc, si je parle de lumière 2.0, c'est bien parce qu'il y a un nouvel obscurantisme, qui d'ailleurs peut être le même que l'obscurantisme ancien, mais habillé par de nouveaux oripeaux, un nouvel obscurantisme à combattre. Je vais essayer de développer cette idée avec 4 angles qui sont autant de réponses au sujet « Que peut encore la philosophie ?» Premièrement, s'étonner, rôle immémorial de la philosophie. Deuxièmement, critiquer. Troisièmement, féconder. Et quatrièmement, éduquer. Je vais être assez bref sur ces 4 points. Que peut encore la philosophie ? D'abord s'étonner, donc encore et toujours. Elle peut s'étonner. Et cet étonnement aujourd'hui doit changer de visage. Nous sommes dans une propagande commerciale, une propagande politique, où il est sommé aux spectateurs, aux consommateurs d'informations, d'être dans l'étonnement perpétuel. Nous ne sommes pas comme au temps d'Aristote, dans une vision où l'étonnement, justement, était suspect. Aujourd'hui, nous sommes sommés de nous étonner pour les dernières chaussures à la mode, les dernières trouvailles technologiques, et à chaque fois, dans tous les slogans, toutes les affiches que l'on voit, dans toutes les propagandes, il y a cette promesse de rupture politique, cette promesse de changement, cette promesse de nouveauté, que ce soit pour des produits commerciaux ou que ce soit pour des politiques. La rhétorique actuelle est la rhétorique de l'étonnement perpétuel. Donc on ne peut plus appliquer cette notion d'étonnement de façon naïve. Il faut au contraire que la philosophie serve, à mon sens, à retrouver le sens de la naïveté, à retrouver le sens d'une sorte d'innocence par rapport à des choses qui sont rebattues, ressassées, matraquées. C'est, en mon sens, une des capacités du point d'interrogation. Insinuer du doute là où on ne doute plus. Immiscer de la crise, là où tout est pacifié, huilé et tout roule, comme on dit trivialement. Cette puissance du questionnement, cette puissance d'interrogation, je pense que nous la partageons tous puisque nous aimons la philosophie.
mais la donne a changé. Et voilà pourquoi je parle de lumière 2.0. La donne a changé, on ne s'en rend peut-être pas bien compte. Elle a changé au moins à 3 niveaux. Le premier, c'est Internet. C'est un outil qui va induire, à mon sens, une révolution anthropologique énorme. Je pense à Jack Goody, grand philosophe, historien de l'écriture. Jack Goody, qui dans ses travaux nous a montré que finalement l'écrit a totalement changé la perception de l'environnement par l'homme, l'implication de l'homme dans son environnement. L'écriture a été une véritable révolution, non seulement au niveau de l'imprimerie et de la diffusion du savoir, mais également dans le rapport de l'homme avec son environnement. Je pense véritablement qu'Internet et ses développements futurs seront une révolution de la même ampleur que ce qui s'est passé avec Gutenberg. Et je pense que plutôt que de s'en alarmer, j'entends toujours les philosophes déplorer Internet en disant c'est un tissu de doxa, d'opinion, etc. Bien sûr, il y a ça, mais il faut comprendre que nous sommes vraiment à l'aube d'une véritable révolution anthropologique avec ce média qui quand même permet de diffuser le savoir dans le monde entier, qui permet de solliciter les individus, les gens à se questionner. Si vous voulez, là où il y a des points d'interrogation dans le quotidien des gens non philosophes, c'est quand même quand ils font des recherches sur Internet. Bien sûr, ce sont des recherches peut-être pour savoir le dernier groupe à la mode ou la dernière... Mais il y a toujours cette idée de point d'interrogation et de recherche. Le philosophe doit s'en réjouir avant de cerner les limites et avant d'essayer de réfléchir sur cette chose-là. Dans S'étonner, nous avons également quelque chose d'important qui peut arriver, une sorte de méthodologie qui a été esquissée par Günther Anders dans les années 60, pour retrouver le sens de la naïveté, le sens d'un étonnement véritable dans un monde où tout nous dit « étonne-toi », regarde, c'est fantastique, regarde, des surprises, regarde, les informations sont toujours nouvelles. Cette notion, c'est l'exagération. Il en fait un outil opératoire pour essayer de mettre en lumière ce qui est caché, ce qui est minimisé et ce qui est banalisé. Donc, que peut encore la philosophie? Je dirais, pour pouvoir s'étonner, elle doit exagérer. Alors évidemment, les philosophes, normalement, hurlent à ce mot d'exagération, puisqu'on imagine que l'on sort du logos, de la raison, et que l'on va donner de l'importance à ce qui n'en a pas. J'aimerais juste vous lire le mot de Günther Anders à ce propos. L'activité de ceux qui mènent les faits minimisés à la hauteur du visible, qui rendent leur format approprié aux phénomènes réprimés, qui corrigent le défiguré, est appelée exagération. Si les philosophes habitués à travailler à l'œil nu rejettent l'exagération comme non sérieuse, et la plupart le font évidemment, ils ne sont pas moins obsolètes et ridicules que ne le seraient les virologues qui rejetteraient les microscopes, qui défendraient donc une virologie à l'œil nu. Cette idée d'exagération, à mon avis, peut être tout à fait opératoire pour essayer de s'étonner. Il faut essayer de voir dans le continuum minimisé des événements, des informations, en les exagérant, en essayant de tirer les conséquences, en essayant d'extrapoler quels sont les véritables enjeux des révolutions à venir. Et j'en arrive à mon deuxième point, critiquer. Que peut encore la philosophie, encore et toujours, critiquer? De quelle critique s'agit-il? D'une critique d'abord qui est la continuité de l'étonnement, qui est la continuité du doute. J'aime beaucoup cette phrase de Gaston Berger dans L'homme moderne et son éducation. Il dit « La philosophie meurt de la routine et revit de la critique ». Je pense que c'est une phrase à mettre au fronton de ces Lumières 2.0. La routine philosophique qui paralyse la philosophie dans sa vigueur, dans sa vivacité du doute, du questionnement, et puis la critique qui redonne vie et souffle à la philosophie. Cette critique, il faut la mettre au goût du jour, non pas dans son contenu, chaque philosophe a sa spécificité, mais dans ses domaines d'application. Il s'agit bien sûr de critiquer la société. Tous les philosophes s'y sont essayés. À mon sens, des philosophes du XXIe siècle doivent prendre à bras le corps cette critique de leur société à eux. Il s'agit donc d'entrer dans tous les débats de demain, ne pas laisser les débats aux journalistes, ne pas laisser les débats aux seuls psychologues, si ce sont des débats de psychologie, par exemple sur la maternité, les changements de la paternité. On a une véritable révolution scientifique. Il faut que les philosophes aillent sur ces terrains-là.
Aujourd'hui, il y a une véritable, regardez ce qui se fait ailleurs, dans d'autres contrées, la notion même de parentalité est totalement remise en question. La famille est totalement remise en question dans des formes inédites. Ne laissons pas ça aux sociologues ou aux psychologues. Les philosophes doivent aussi être psychologues, c'est leur destin. Aristote était un grand psychologue et tous les philosophes sont psychologues aussi. Et allons sur ces débats modernes. C'est aussi la réflexion moderne du genre, du sexe. Il y a vraiment une réflexion qui vient d'un néo-féminisme sur cette question-là, du genre, du sexe. La réflexion sur Internet, les philosophes doivent penser Internet. Aujourd'hui, ce qui se produit sur Internet comme réflexion, c'est vraiment, vraiment pas bon du tout. Il y a carrément presque de la non-philosophie et presque de la sophistique quand les philosophes prennent Internet comme objet de pensée. Il va falloir qu'on crée de nouvelles méthodes et de nouveaux objets pour penser. Il faut être à la pointe de la réflexion sur Internet. Et puis, il y a évidemment, comme dans la critique, dans cette idée que la philosophie doit encore et toujours continuer à critiquer la philosophie elle-même. Je vois très peu de philosophes s'attaquer à d'autres philosophes. Je vois très peu de philosophes épingler d'autres philosophes. Il faut que nous sortions de notre admiration normale pour aussi aller dans le terrain du clash. J'entends par clash le polémos héraclitéen. Le conflit qui n'est pas un conflit violent, qui est un conflit d'idées, qui est un conflit de polémique. Mais nous devons mettre en polémique et notre héritage passé, Kant, Descartes, Platon, Nietzsche, et les philosophes actuels. Ce qui est très compliqué dans une institution en général. Donc il y a un certain courage à pouvoir, à un certain niveau dans l'échelle de l'institution, ne pas être d'accord avec certains collègues, certaines vues. Il ne s'agit évidemment pas d'attaque ad hominem, mais d'attaque sur des idées. Philosopher, c'est se faire des amis et se faire des ennemis au niveau intellectuel. Donc il faut que le philosophe ait ce courage de porter la critique sur la philosophie. Philosopher, c'est se moquer aussi de la philosophie. Il y a très peu de rire à l'encontre de la philosophie de la part des philosophes. Il faut rire de Kant et des absurdités qu'il raconte. Il faut rire de Nietzsche, de sa beauté, il faut l'admirer et en rire. N'oublions pas ce versant-là qui me semble très, très important. Troisième point pour faire bref, c'est peut-être le point modestement le plus original, car je pense que dans l'étonnement et la critique, vous connaissez un peu ces références. Féconder. Que peut encore la philosophie féconder? Au sens séminal du terme, séminal au sens intellectuel que donne la langue anglo-saxonne au mot séminal. Féconder, alors là, nous avons un XXIe siècle en or. Quand même, le débat porte sur l'intérêt culturel, on l'aura compris. Le XXIe siècle sera interculturel ou ne sera pas, avec toutes les nuances d'ailleurs qu'apporte Fatih Triki sur l'idée de transculturalité ou d'interculturalité. Je n'entrerai évidemment pas dans le débat. Il s'agit pour féconder, il s'agit de proposer du nouveau, Deleuze dirait de nouveaux concepts, mais à mon sens ce n'est pas suffisant. Les concepts ne sont pas suffisants puisqu'il faut entrer dans la vie, descendre dans la rue. Voilà ce que doit faire, à mon avis, la philosophie aujourd'hui. Et pour ça, c'est créer de nouvelles libertés, de nouveaux territoires, de nouvelles actions, de nouveaux espaces où l'homme peut agir. La philosophie doit prendre à bras le corps la réflexion sur la ville, sur l'urbain, sur les lieux de débat, sur l'agora. C'est, à mon sens, très important. Et qui dit ça dit utopie. Utopie. Philosophe, n'oublions pas la puissance créatrice de l'utopie, c'est-à-dire cette capacité de transformer l'impossible en possible. À mon sens, c'est le rôle du philosophe du XXIe siècle. J'irai de façon brève en rappelant le sujet du bac 2009, un des sujets qui est tombé en France. Est-il absurde de désirer l'impossible? Une de mes réponses, si j'avais eu à traiter le sujet, c'est de dire bien sûr c'est absurde. Désirer l'impossible, c'est désirer ce que peut-être on n'aura pas. On peut échouer à désirer l'impossible. Et nous avons la sagesse stoïcienne et Descartes qui nous disent attention. Moi j'ai envie de dire, dans un élan vers les Lumières 2.0 où le philosophe aurait une place centrale, même une place, je dirais, de carrefour, de nexus, de lien, je dirais, il est absurde de désirer l'impossible, mais absolument important de désirer l'impossible pour le philosophe, car désirer l'impossible, c'est ce qui permet de transformer l'impossible en possible et l'impensable en pensée. Nous avons des impensables encore aujourd'hui, nous avons un XXe siècle qui, à mon sens, s'est montré comme une impasse civilisationnelle en Occident. Une impasse civilisationnelle, avec des guerres, avec des débats où tout était truqué, où l'idéologie innervait le discours philosophique, où la politique s'en mêlait, où la propagande était là, même dans la bouche des philosophes, entre guillemets, des nouveaux philosophes. Il s'agit de débarrasser la philosophie de ça
et de proposer justement de l'utopie, de nouvelles voies, de nouveaux horizons. Et évidemment, je parle d'un travail collectif. L'interculturel, à mon avis, a son sens, et même notre présence ici parmi vous a son sens dans ce médium-là. Enfin, dans l'idée de féconder, il s'agit d'instaurer un dialogue avec l'art. Vous savez très bien que pour entrer dans la chimie sanguine, intellectuelle des gens, il faut tous les médiums. Et l'art est un médium central, car il joue avec les affects et les émotions. Donc un dialogue philosophe-artiste doit avoir lieu dans ce sens-là. Il s'agit aussi de penser tout ce que la science aujourd'hui propose de nouveau. La génétique, il faut aller sur ce terrain-là. Je m'adresse aux épistémologues, je m'adresse aux philosophes des sciences. La génétique est un terrain totalement nouveau. Nous avons en Amérique un nouveau racisme qui naît, un néo-racisme, un racisme génétique, sponsorisé, validé par la science. Et il y a vraiment un combat de philosophes qui se joue là-dessus. Je tiens aussi à préciser que je dirige une collection chez Larousse, la collection Philosophée, où Rachida Triki a participé avec son livre sur l'image, et donc que je suis en prise avec des philosophes dans leur acte d'écriture. Nous avons, là je suis en prise avec 30 manuscrits de philosophes, je ne parle pas d'étudiants, qui se démènent avec ces questions du terrorisme, du fascisme, etc. Enfin, le dernier point, que peut encore la philosophie? Bien sûr, elle peut éduquer. Je pense à Althusser qui disait qu'il aimerait voir la philosophie enseignée en 6e au collège, avec seulement 4 heures de cours par jour. Et puis il dit dans la même phrase, mais il y a le problème de la drogue. Je ne sais pas le lien, à vous de le voir. En tout cas, il faisait un état de la société. Je pense que pour un 21e siècle où les enfants surfent sur Internet à l'âge de 11 ans, ont accès à toute la connaissance, y compris la science de pointe. Ils ont accès au débat philosophique, c'est peut-être le nôtre aujourd'hui. Ils ont accès à tout. Il faut absolument faire régresser l'âge où on entre en philosophie. Il faut trouver des nouveaux moyens d'éduquer. Hubert Vincent l'évoquait, spécialiste de l'éducation. Il faut absolument que la philosophie entre au collège. Mais attention, et ça je donne une petite piste, il ne s'agit pas de donner des cours de philosophie en 6e, imaginez. Ils doivent maîtriser la langue et maîtriser un peu leur propre culture. Il s'agit de rendre philosophantes toutes les matières. Les mathématiques, l'histoire, le français, les langues étrangères, la culture liée à l'apprentissage des langues. Il faut que la philosophie innerve toute l'école comme une sorte de cheval de Troie, si vous voulez, où on formerait les professeurs à faire de la philosophie dans leur acte même d'enseigner. Et là, je pense qu'il y a des livres à créer, à faire, sur une éducation qui serait une éducation philosophante et pas philosophique, pas de contenu de la philosophie, mais qui prenne le tour, qui était le tour de Socrate et qui est aussi à l'origine de la philosophie. La philosophie doit éduquer également en prenant un autre biais que celui de l'école, en prenant le biais honni par les philosophes du journalisme. Il y a un débat à faire avec le journalisme. Il y a une réelle pensée à créer sur le dialogue philosophe-journaliste. Je me rappelle du beau mot de Gilles Deleuze qui critiquait les nouveaux philosophes médiatisés des années 80, 70-80. Il disait « c'est la philosophie domestiquée par le journalisme ». Il s'agit de domestiquer, nous philosophes, le journalisme. Il s'agit de prendre le pouvoir sur ce prétendu 4e pouvoir. Et là, il y a une guerre intellectuelle passionnante. Mais il s'agit, et c'est mon travail aussi, Fatih évoquait ma médiatisation, c'est un travail, je n'y mets aucun narcissisme là-dedans, c'est fastidieux de parler des sujets du baccalauréat pendant 5 minutes à Europe 1, mais à chaque fois, essayer de montrer que la philosophie a son mot à dire et a des voies d'avenir à frayer. Donc il y a un dialogue avec le journalisme. Et là, c'est peut-être ce sublime mot d'Isaiah Berlin qui dit dans un entretien qui s'appelle « En toute liberté », Isaiah Berlin qui dit « Un des effets de la philosophie, si elle est correctement enseignée, c'est la capacité de voir au travers de la rhétorique politique, des arguments fallacieux, des duperies, du fumisme, il dit le mot en français, du fumisme au sens de brouillard verbal, du chantage par l'émotion et de toutes sortes de chicaneries et de fausses apparences. Elle peut, la philosophie, elle peut, dans une très large mesure, aiguiser le sens critique. Ça, c'est de l'éducation. Autant la philosophie peut critiquer, mais elle peut aussi aiguiser le sens critique. Ça me semble absolument essentiel dans cette idée d'éducation. Enfin, cette éducation passe par un souci de populariser la philosophie.
C'est le mot d'ordre de Diderot. Nous ne trahissons pas la philosophie en la popularisant. Je ne parle pas de vulgariser avec la philosophie pour les nuls et puis Kant en 3 leçons. Je ne parle pas de ça. Je parle de rendre populaire l'acte même de philosopher. Les cafés philo avaient vaguement lancé l'idée, je ne sais plus trop ce qu'il en est en France, mais en tout cas, c'est vraiment ce mot, et là je vais rebondir sur ce que disait Stéphane Doyer de Charles Fourier. N'oublions pas cette leçon de Charles Fourier, qui était le plus grand critique de la philosophie que je n'ai jamais lu. Il n'aimait pas la philosophie, il ne se disait pas philosophe. Et il disait, la philosophie qui est écrite pour les salons peut bien nous peindre en beau les oppressions sociales, car elle n'est lue que de ceux qui en profitent. Elle n'est lue que de ceux qui en profitent. Il faut populariser la philosophie, c'est-à-dire la rendre lisible par un public élargi, la rendre visible par des médias de masse. Ça nécessite un travail sur notre langue philosophique. C'est très très dur. Dans les premiers ouvrages que j'ai écrits, j'ai voulu à la fois jouer ce jeu-là, mais j'ai aussi eu une sorte de réflexe de mauvais philosophe en voulant impressionner le lecteur par des références, par un style compliqué, par une vision absconse des choses. Et j'en suis revenu. Et j'ai eu beaucoup plus de plaisir en essayant d'écrire des livres qui pouvaient être lus à la fois par des philosophes en disant il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais aussi par un large public qui dit mais c'est ce que faisait Montaigne, c'est ce que font les philosophes, encore une fois. Ils font ça. Nietzsche, quand il dit des poésies, le style de Nietzsche enflammé, qui est vraiment pour moi un des sommets de la prose allemande du XIXe siècle, c'est un souci littéraire que la philosophie doit avoir, dans le sens d'une communication séminale et aussi d'une éducation. Et enfin, dernier point sur l'éducation, j'insiste beaucoup là-dessus, outre le rôle de la critique, c'est-à-dire de la sortie des obscurantismes et de la sortie des superstitions que peut évidemment la philosophie, il s'agit d'éduquer à une vision de la non-violence. L'éducation réelle de la philosophie doit nous rendre non-violents dans le sens actif du terme. Ce mot est compliqué, vous aurez sûrement de meilleurs mots en arabe. En tout cas, c'est ce que disait Lanza del Vasto, ce philosophe non-violent, disciple de Gandhi, et qui disait la non-violence, ce n'est pas la non-violence du mouton. C'est facile pour le mouton d'être non-violent. C'est la non-violence du tigre. Et là, c'est intéressant. Être sur la place, pouvoir parler et éduquer à cette non-violence qui est celle du dialogue, de la tolérance de l'opinion adverse. Et là, je pense qu'il y a un réel travail à faire dans les démocraties émergentes ou instables pour cette idée que la critique est une chance et que l'autre m'apportant une critique est une chance pour que je sorte de mes propres préjugés. C'est ce mot magnifique de Florian, le fabuliste, celui qui écrit des fables et qui dit, le philosophe, dans une fable, le philosophe et le chat huant, il dit la philosophie nous rend plus doux et plus humains. Voilà le sens de la non-violence à laquelle j'aspire. C'est en fait un nouvel humanisme, vous l'avez compris, débarrassé du faux universalisme qui nous a permis bien des exactions. Un réel nouvel humanisme qu'il faut penser, c'est en mon sens, et je conclus là-dessus, l'idée de ces Lumières. Et la condition dernière que je dirais en conclusion, c'est un de mes maîtres, Henri Lefebvre, qu'il faut lire. Il faut lire non pas le sociologue, non pas l'urbaniste, il faut lire le philosophe qui réfléchit sur la philosophie. Je vous cite juste 2 ouvrages, Critique de la vie quotidienne et surtout un beau livre, Métaphilosophie, aux éditions de Minuit. Il faut absolument que la Tunisie se procure ce livre. Et dans Métaphilosophie, il dit « La philosophie fut une critique indirecte de la vie par une vérité extérieure, métaphysique. Il convient maintenant d'examiner sous cet aspect la philosophie passée, et c'est l'œuvre qui s'impose aux philosophes actuels. Étudier la philosophie comme critique indirecte de la vie quotidienne, c'est envisager la vie comme critique directe de la philosophie. La philosophie des Lumières 2.0, c'est une philosophie qui accepte la critique que lui fait la vie, que lui fait la rue, que lui fait la société. Il faut que la philosophie soit perméable à ce que la rue, la société lui disent et s'adapte dans son questionnement, dans ses méthodes et dans son langage à ce que la rue, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les citoyens, ont à lui dire. Je vous remercie.